Et salut tout le monde, c'est Jocelyn 1998. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode de mes nouveaux mangas. Aujourd'hui, mes nouveaux mangas de ce mois de septembre 2014. Alors aujourd'hui, un mois un peu moins complet en achat que le mois précédent, puisqu'on a 10 tomes au lieu de 13. Mais bon, le mois précédent a été marqué tout simplement parce que c'était des vacances, donc j'avais eu le temps de m'acheter, sachant que c'était pas 13 mais plutôt 23 tomes que je m'étais acheté dans le mois d'août. Donc ce mois-ci, 10 tomes, mais bon, je pense que c'est déjà pas mal comme achat pour ce mois-ci, ça fait déjà quand même 70 € environ. Plus donc un petit bonus comme la dernière fois, que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec donc ces 3 tomes qui ne sont autres que les 3 premiers tomes de Bakuman. Alors je sais pas si vous voyez bien si ça devrait le faire. Donc Bakuman, tome 1, tome 2 et tome 3. Donc les Bakuman sont écrits par le duo Tsugumi Oba et Takeshi Obata, qui sont aussi connus pour avoir écrit avant Bakuman un autre manga en 13 tomes qui n'est autre que Death Note. Euh, je vais vous raconter brièvement l'histoire. Donc on va commencer par le tome 1. A savoir donc pour commencer que c'est l'histoire de cette personne ainsi que de cette personne-là. Donc lui c'est Mashiro Moritaka, surnommé par tout le monde depuis sa depuis sa plus tendre enfance Saiko. Saiko qui n'est autre qu'une autre manière de lire donc les sigles qui forment son nom au Japon. Et là c'est Takagi Akito, euh, qui est surnommé lui Shujin, donc lui il est surnommé seulement par Saiko Shujin, qui est encore une fois une autre prononciation, une autre manière de lire son prénom. Donc, durant toute son enfance, Mashiro va, va avoir pour rêve de devenir mangaka et de suivre les traces de son oncle, Mashiro Nobuhiro, connu sous le nom de Taro Kawaguchi, pour avoir écrit un gag manga qui n'est autre que La légende des héros, je crois, un truc dans le genre. Et donc, durant toute son enfance, il va vouloir devenir un mangaka. Donc, il dessine super bien, il a vraiment beaucoup de talent. Sauf qu'un jour, son oncle va mourir de surménage et il va donc abandonner l'idée de devenir un mangaka. Euh, et quelques années plus tard, donc quand il se retrouve en avant-dernière année de collège, donc on le voit, il est en cours, voilà, il a encore, ses talents de dessinateur ont encore bien évolué puisqu'on le voit en train de dessiner la fille dont il est amoureux qui s'appelle Azuki Mio, qui va jouer un rôle quand même assez important dans l'histoire. Et en rentrant chez lui, donc après les cours, il va oublier son cahier de maths dans lequel il avait justement dessiné Azuki. Donc de peur de se faire, qu'on remarque qu'il la dessine ou tout simplement parce qu'il a aussi besoin de son cahier de maths pour réviser, il va retourner au collège pour récupérer son cahier et va se rendre compte que il y aura qu'une seule autre personne dans la classe puisqu'il n'y a plus cours. Et cette personne c'est Takagi qui a découvert le cahier. Donc Mashiro va se dire merde, j'ai peut-être du souci à me faire, mais Takagi va lui dire ah tu dessines bien et donc en gros il va lui proposer de lui rendre son cahier à une seule condition, qu'il fasse équipe en tant que mangaka. Donc au début Mashiro va refuser et Takagi donc, va insister quand même jour après jour. Mashiro va toujours refuser et un jour Takagi va lui dire ok je tente, c'est ma dernière chance franchement, après si ça marche pas j'arrête et il va lui donner rendez-vous à une certaine adresse. Et il s'avère que cette adresse ce n'est autre que l'adresse d'Azuki Mio, la fille dont est amoureux Mashiro. Et donc Takagi va prendre son courage à deux mains, va sonner et quand quand c'est la mère qui va décrocher à l'interphone et qui va dire oui, machin, c'est qui, Takagi va dire c'est un ami de d'Azuki, on aimerait bien la voir. Et donc Azuki va finir par venir et quand elle va voir Mashiro, elle va être un peu prise au dépourvu, un peu comme Mashiro, puisque c'est un amour réciproque mais non avoué. Et, euh, et donc Takagi va lui dire ouais, je sais que ton rêve c'est de devenir seiyuu ou doubleuse, hein, comme vous préférez. Moi je préfère dire seiyuu, mais on va dire doubleuse. Donc je sais que ton rêve c'est de devenir doubleuse pour animer. Et donc, nous, on aimerait bien devenir mangaka, tous les deux. Il fait, ah, c'est génial et tout. Et donc, près de court, Mashiro va dire, ah bah ouais, moi je vais je vais faire les dessins et lui le scénario. Et donc c'est comme ça qu'ils vont faire équipe, donc il va se faire piéger, mais finalement ça va pas trop lui déplaire. Donc dans ce premier tome, on va voir toute la mise en place de l'histoire, la présentation des différents personnages. Donc on aura les trois premiers personnages principaux qui ne sont autres que Mashiro, Takagi et Azuki Mio. Et je sais plus par contre, donc attendez, je regarde rapidement dedans. Normalement il y a non, ils le font pas dans. Bon, mince, ils le font pas dans le premier tome. C'est con.
Je feuilletais un peu. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. Euh, Quand même, parce que là j'ai oublié le plus important. Quand Mashiro donc, va lui avouer qu'ils vont devenir un duo de mangaka, il a dit ouais, je vais devenir donc le dessinateur, il va devenir le scénariste. Et non, en fait, quand on aura un animé, on réservera le rôle de l'héroïne pour toi. Et elle fait ah là là, c'est génial, j'ai trop hâte et tout. Et là, Mashiro va, enfin ça va se bousculer dans sa tête et tout parce qu'elle sourit, il est content et tout, et il va laisser échapper. Il va lui dire quand nos rêves seront réalisés, quand nos rêves sont réalisés, est-ce qu'on pourra se marier? Quand même, ils se sont jamais adressés un mot, ils se sont jamais parlé. Et là, il lui dit quand on aura un animé et que tu seras la doubleuse de cet animé, on pourra se marier. Donc forcément, elle va se barrer en courant. Et finalement, depuis l'interphone, elle va lui dire oui, je suis d'accord, mais avant que nos rêves se réalisent, on va plus parler. Donc ça va lui foutre un peu le seum, mais il va finir par l'accepter. Donc voilà, parce que tout le manga est basé là-dessus. Le fait que Mashiro et Takagi vont donc vouloir devenir mangaka pour devenir mangaka parce que c'est leur rêve, mais aussi parce que au bout de ce rêve de devenir mangaka, il y a le second rêve de Mashiro qui n'est autre que faire sa vie avec Azuki. Voilà, c'est ça que j'avais oublié, un petit gros détail. Donc attendez, je feuillete un peu, juste pour voir rapidement. Ouais, bon, voilà. Donc c'est bon, je voulais juste voir rapidement. Donc dans ce premier tome, en plus de ça, ils vont donc, enfin Mashiro va donc demander à ses parents forcément, puisqu'ils vont peut-être pas être ok, puisque son oncle est mort de surmenage à cause qui est un mangaka. Et finalement, son grand-père va lui filer, va lui donner les clés de l'atelier de son oncle. Donc il va voir l'atelier et tout. Et dans ce premier tome, en plus, donc voilà, il y a plein de trucs, ils forment un duo, ils vont devenir mangaka et tout. Et donc ils vont commencer leur premier manga. Du moins ils vont tenter de faire une histoire. À la base ils se sont dit on va faire une histoire un peu foireuse, on s'en fout, hein, c'est juste pour voir comment ça se passe dans le monde de l'éditorio. Donc en gros ils vont essayer de dessiner un one shot, même s'ils pensent pour eux c'est pourri et tout, et essayer de le faire publier. Juste pour voir comment ça se passe les entretiens avec les éditeurs. Et c'est comme ça que se termine ce premier tome. Je vais essayer de voir. Bon putain ça fait déjà 7 minutes quoi, juste pour raconter ça c'est un truc de fou. Putain, ça évolue un max parmi les tomes quoi. Donc dans ce second tome, on a déjà il faut savoir que le temps évolue vite puisque dans ce second tome, fin du lycée, fin du collège, ils arrivent au lycée et ils ont vraiment un éditeur donc ils vont se rendre compte, leur éditeur va présenter leur chapitre, leur one shot qu'ils avaient fait dans le tome précédent dans un concours qu'ils vont pas gagner mais ils vont être pas être loin de gagner et c'est après ça qu'ils vont donc être motivés à mieux s'entraîner surtout que une rivalité, même si pour l'instant c'est une rivalité à un sens, va démarrer entre le groupe Takagi Mashiro et euh, le grand génie de 15 ans qui n'est autre que Eiji Nizuma dont on va entendre parler et qu'on rencontrera donc au cours de ce tome. Donc voilà, installation de la rivalité dans ce tome et surtout grosse avancée dans l'univers professionnel du mangaka où ils vont vraiment commencer à être sérieux, à faire à tenter d'être publiés et tout. Enfin voilà, et troisième tome, donc là, vraie rencontre avec lui, Eiji Mizuma, introduction de ce nouveau personnage, Fukuda, et donc encore une fois avancer l'histoire, puisque suite à quelques soucis, on va dire, ils vont tenter, Takagi et Mashiro, chacun de s'améliorer de son côté. Donc Takagi de son côté va essayer d'améliorer ses histoires, et Mashiro va donc devenir un assistant de Nizuma pour améliorer ses dessins. Et donc voilà, c'est la fin de la présentation de ces 3 premiers tomes qui nous aura quand même pris 10 putains de minutes. Maintenant, Darwin's Game. Donc lui, pas besoin de vous le présenter, je l'ai déjà fait en vidéo. Darwin's Game, hein, le Seinen de Kiyun. Je ne vais pas en parler trop longtemps, je vous rappelle sans doute de l'histoire. Donc encore une fois, très bon manga que je vous conseille au moins de, si vous pouvez, lire un extrait ou quelques scans sur internet pour vous faire une idée du manga et pourquoi pas l'acheter. Mais je vais pas vous en reparler, sachant que le deuxième tome ne devrait pas non plus tarder à sortir. Je pense qu'il va sortir d'ici. Ah non, je crois qu'il sort dans 2 mois, donc quand même ça fait long. Mais voilà. Maintenant, un manga que j'ai acheté hier qui me tient beaucoup à cœur, c'est Red Ice Sword Akame ga Kill. Manga qu'un ami m'a conseillé. Lui, il a regardé tout l'anime avant de s'acheter le premier tome, donc ce qui vient de sortir en France. Et franchement, j'ai pas été déçu du voyage. Donc Red Ice Sword Akame ga Kill, c'est un. Alors, je crois que c'est un shonen, mais je ne suis pas sûr. Il n'y a rien de précisé.
shonen édité chez Kurokawa et écrit par le duo Takahiro au scénario et Tetsuya Tashiro au dessin. Donc en ce moment pas mal de mangas écrits par des duos de mangaka. Donc l'histoire en gros c'est trois amis donc, qui ne sont autres que, j'ai oublié, je sais qu'il y a Ieyasu, Sayo et le troisième qui est en plus le plus important, c'est quand même assez ridicule d'oublier un truc comme ça. Tatsumi, voilà. Ieyasu, Sayo et Tatsumi vont quitter leur village pour pouvoir aller faire fortune, on va dire, à la capitale, en combattant des monstres, en intégrant l'armée, pour pouvoir améliorer la vie quotidienne à leur village, puisqu'ils croulent sous les impôts et tout et tout, et donc ils peuvent rien faire. Et arrivés à la capitale, bah déjà ils se sont fait séparer sur le chemin pour aller à la capitale. Arrivé à la capitale, Tatsumi va tenter d'intégrer l'armée en attendant ses amis. Mais forcément, forcément, ça va pas marcher puisque les gens se bousculent pour intégrer l'armée, c'est la crise et tout, donc ça va être le bordel, il va pas réussir. Et il va rencontrer une jeune fille qui va lui dire ouais j'ai des relations, je peux peut-être te faire entrer dans l'armée, mais par contre ça va pas être gratuit. Donc lui, cet abruti lui fait toute sa bourse, et elle se barre avec la bourse en disant t'inquiète pas je reviens, et je te dirai ce qu'il en est, mais ça devrait être facile, tu vas pouvoir intégrer l'armée. Il est super content, sauf qu'au bout de quelques heures il va se rendre compte qu'il s'est fait couiller, il s'est fait voler tout son argent, il lui restait juste assez pour payer le restaurant dans lequel il était. Enfin voilà, il s'est fait complètement couiller. Et donc la nuit même il va devoir dormir dans la rue. Sauf que une, une comtesse une princesse ou enfin, je sais pas quoi, une fille de noblesse va prendre pitié de lui et puis va le ramener chez elle. Donc il va être content, il va leur demander comment il peut les remercier parce qu'ils vont l'héberger et tout. Donc la fille et tout va lui dire ouais bah tu peux me protéger le temps que t'es là puisque t'as l'air de savoir te battre et t'as qu'à devenir mon garde du corps temporaire. Donc il va accepter, il va devenir son garde du corps temporaire. Il va dormir une nuit, passer une journée avec elle. Et la deuxième nuit, ils vont se faire attaquer par les célèbres Night Raid. Les Night Raid, c'est un groupe d'assassins qui sont connus donc, pour tuer les gens durant la nuit. Donc lui au début il va dire oh putain c'est des gros fumiers, ils tuent les gens pour de l'argent, ils savent pas quoi faire. En fait la corruption pour lui, parce que faut savoir que la capitale est très corrompue, hein, énormément de politiciens, de membres de l'armée ou d'autres gens sont corrompus, prennent des pots de vin, enfin c'est vraiment l'apocalypse. C'est pire que l'extérieur où il y a des monstres quoi. Il y a des gens qui sont accusés de crimes pour rien, enfin c'est le bordel. Et donc, lui va penser que les Night Raid, c'est un groupe d'assassins qui profitent de l'anarchie donc pour se faire du blé, de tuer des gens. Et donc, les Night Raid vont attaquer ses hôtes, donc la fille qu'il a hébergée ainsi que son père et tous les membres, donc tous les gardes qui travaillent pour eux. Donc, lui, il va s'interposer et il va protéger la fille contre Akame. Akame qui est elle. Il va protéger la fille d'Akame. Sauf que durant le combat, il y a un autre membre des Night Raid qui va empêcher Akame de tuer Tatsumi, qui est Léon, sachant que Tatsumi a réussi quand même à échapper à la mort face à Akame, qui est une combattante aguerrie. Et il va dire ouais pourquoi vous attaquez, qu'est-ce qu'ils ont fait, je veux dire à la limite si vous attaquez des gens corrompus d'accord mais là pourquoi vous les attaquez, ils ont rien fait, ce sont de nobles gens qui aident les pauvres et tout. Et ils font ah ok tu crois ça. Et ils vont l'emmener dans un petit entrepôt juste à côté qui appartient à la famille dans lequel il y a des centaines de corps. Et il va apprendre en gros que la famille qu'il avait hébergée et que lui c'était donc une nouvelle victime, et avec de belles paroles ils attiraient des paysans venus de la campagne pour faire fortune à la capitale et tout. Et en fait, après, il prenait un malin plaisir à les torturer. Et arrivé dedans, il va voir qui Sayo, sa jeune amie, pendue par les mains, avec une jambe en moins, qui a été torturée à mort et qui est désormais morte. Et dans la prison, Yasu, son pote, qui lui, il est un peu en train d'agoniser. Donc, ils vont vouloir, donc les Night Raid pensant l'avoir convaincu, vont vouloir la tuer, sauf que lui va les en empêcher. Pourquoi? Au début on se dit non il va quand même pas la protéger, et en fait finalement il va la buter lui-même de sang-froid pour avoir tué sa copine, enfin sa copine, tué une de ses amies et torturé l'autre, son pote. Sauf que son pote, à savoir que la fille prenait un malin plaisir à injecter des virus dans le corps des gens qu'elle a torturés, donc en gros son pote va pas tarder à mourir. Suite à ça, Tatsumi va rejoindre les Night Raid et va donc devenir un membre à part entière de ce groupe d'assassins. Donc et à partir de là, on va voir donc il va subir une sorte de formation avec Akame. Il va rencontrer un peu tous les gens. Il va apprendre vraiment à quel point la ville est corrompue. Il va apprendre qu'il y a un groupe de révolutionnaires qui est affilié, on va dire, aux Night Raid, puisque les Night Raid sont un groupe d'assassins payés par le groupe de révolutionnaires pour tuer les corrompus. Et donc, tout au cours de ce tome, on va voir déjà sa première. Quoique, c'est peut-être deux, je crois qu'il y a deux, je crois qu'il y a ces deux premières missions d'assassinat. Enfin, très très bon manga que je vous conseille fortement. Donc voilà, on passe à la suite. Red Raven
tome 8, sorti ce mois-ci. C'est le premier Red Raven que je vous présente. J'avais déjà laissé le premier tome. Très bon tome, donc je ne l'ai pas encore fini, mais je vais vous parler à peu près de ce qui se passe. Donc à savoir que c'est un manga dans lequel la mafia, je crois que oui, après je vous en avais parlé pendant la vidéo présentation du manga, la mafia est prédominante dans ce monde et le monde marche grâce à un fragile équilibre entre le gouvernement et la mafia. Et entre les deux a été créé les Red Raven, qui sont donc un groupe d'assassins entre guillemets, un groupe de bourreaux qui, selon des avis de jugement, vont exécuter des gens qui pourraient mettre en péril la paix. Et donc nous on va suivre un groupe de Red Raven. Et dans ce tome-là, on va voir les 5 grandes familles de mafieux, puisqu'il faut savoir, il y a plein de petites familles de mafieux, mais il y a vraiment les 5 grandes familles de mafieux qui vont se réunir pendant une fête chez l'un des 5 grandes familles qui s'appelle la famille Vizzini, dont le chef s'appelle Emilio Vizzini. Et en fait, on va se rendre compte que Emilio Vizzini a été de mèche avec une ancienne famille de mafia qui avait disparu, qui était la famille Skaggs. Les Skaggs qui fabriquaient des armes, donc on appelait les Skaggs des armes surhumaines. Et au bout d'un moment, quand on avait tellement marre qu'on commençait à modifier les humains pour qu'au lieu d'adapter les armes aux humains, puis ils se rendaient compte qu'au bout d'un moment, les armes étaient trop puissantes pour l'homme, ils adaptaient l'homme aux armes. Et donc on pensait qu'après un grand massacre qui s'était passé une dizaine d'années, ils avaient disparu. Mais non, le chef donc, va réapparaître pendant cette période, pendant cette réunion, et on va donc apprendre que les Vizzini sont de mèche avec les Skaggs. Et là, gros bordel, puisqu'il va y avoir de la baston partout. Et donc on va voir Vizzini se battre contre Andy, donc le Red Raven principal, on va dire, de ce manga, qui est aussi un numéro renversé, c'est-à-dire un humain génétiquement modifié par les Skaggs, donc lui contre sa volonté, bien évidemment. Et donc, gros bordel, sachant que il va rencontrer donc d'autres numéros renversés modifiés par les Skaggs, il va y avoir la grosse bataille contre les Vizzini, et après ça, donc on va voir tout ce qui se passe un mois plus tard, puisque donc je vous dirai pas comment va se terminer la bataille, enfin c'est une petite bataille quoi. Et un an plus tard, bon, ils vont être envoyés en reconnaissance dans une ville, en pensant, un mois plus tard, pardon, ils vont être envoyés en reconnaissance dans une ville qui s'appelle Vaniela, pensant donc qu'il y a une usine de fabrication de Skaggs, puisque le retour du chef de la famille Skaggs, qui s'appelle Siegfried Skaggs, représente une énorme menace pour la population, et donc on va voir toute l'enquête, toute l'investigation pour retrouver cette fabrique d'armes et toutes les exécutions, puisque leur chef leur a bien expliqué que cette mission n'était autre qu'une exécution forcée, où ils allaient il fallait faire le grand nettoyage, tuer le plus de mafieux pour éviter la guerre. Donc j'ai pas fini ce tome, je ne pourrais pas vous en parler plus longuement. Et en tout cas, Red Raven, c'est un manga que je vous conseille. Il n'y a pas tellement de tomes, et je trouve que par contre, le problème, c'est que les tomes sortent vraiment avec énormément de retard, je trouve. C'est un peu le bazar dans la sortie des tomes. J'ai l'impression que l'auteur sort un chapitre toutes les 3 semaines. C'est un truc de fou. Et pourtant, je pense, quoique c'est peut-être un mensuel, et peut-être que je me gourre. Bon, j'en sais rien. On passe à la suite. L'attaque des titans, tome 9. Très bon tome. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous parler de l'attaque des titans, hein. Tout le monde connaît l'attaque des titans. En tout cas, très bon tome, dans lequel, attendez, donc je crois que c'est le premier tome où on a vraiment que de l'exclusivité par rapport à l'animé. Dans ce tome, on va apprendre un énorme truc sur les murs, les murailles, donc dans lesquels se sont réfugiés les hommes. Apparition d'un nouveau titan, donc je sais vous le montrer. Un nouveau, voilà, celui-là. Nouveau titan qui a des capacités un peu spéciales qui vont être assez étonnantes, et on va aussi apprendre énormément de choses sur des personnages qu'on pensait pas très importants jusqu'à maintenant, et après ce qu'on vient d'apprendre, on va se dire merde, c'est le bordel. Et oui, parce que dans ce tome, on va apprendre des trucs assez invraisemblables sur le passé de l'humanité, sur l'origine des titans, et sur des trucs, on va dire, qui se cachent au fin fond de la haute société, donc de la nouvelle société humaine, hein. On va apprendre quand même que tous ceux qu'on pensait illuminés, qui vouaient un culte au mur, n'étaient pas si illuminés que ça. On va apprendre vraiment plein de trucs sur le mur, sur le passé des humains, sur ce qui s'est passé durant l'invasion des titans et tout. Et, et plein de trucs sur l'origine des titans. Donc c'est pas encore très précis, hein, surtout que ça va répondre à quelques questions, mais nous en faire nous poser encore plus. Donc un tome à ne surtout pas rater quand on lit l'attaque des titans. Donc je vous le conseille fortement. Fairy Tail, tome 39. Alors faut que je le feuillette rapidement parce que je me souviens plus trop ce qu'il y a dedans. Voilà. Ah oui, je m'en souviens. Dans ce tome, les dragons arrivent enfin. Alors je vous dirai pas comment et pourquoi ils arrivent, mais les dragons arrivent enfin. Et donc début de la bataille, humain contre dragon. Donc on va apprendre pas mal de trucs, enfin pas mal de trucs. Je sais plus ce qui se passe dans le tome précédent.
Non, on savait déjà que c'était un... Ah non, donc oui, on va apprendre pas mal de choses sur le Rock du futur. Donc le Rock était venu du futur, on va apprendre des trucs sur lui qui vont changer pas mal de choses. Les dragons vont arriver, ils vont commencer à se battre sur eux, sachant qu'il va y avoir en plus des gros dragons, des mini-dragons. Il va y avoir donc des mini-dragons contre lesquels vont se battre les mages, hein, et les chasseurs de dragons vont eux plus privilégier le combat contre les dragons que contre les mini-dragons. Et, et oui, forme après, donc il y a pas mal de combats. Et il y a surtout, disons, des alliances un peu spéciales qui vont se former durant cette bataille. Assez impressionnant. Donc, pour ceux qui lisent les tomes ou qui regardent l'animé, vous savez déjà ce qui se passe dedans, puisque dans l'animé, on a fini cet arc-là. Moi, je pensais que ça serait le dernier arc, mais à croire que non. Et en tout cas, très bon tome, parce que franchement, il y a pas mal d'actions. C'est le début donc du gros de cet arc, hein. On arrive vers la fin de cet arc, et vraiment le début du gros combat cet arc. Très très épique. Donc, je vous conseille ce tome. Tokyo Ghoul, tome 7. Alors, je vais le relire un peu parce que. Enfin, le refeuilleter rapidement. Ah ouais, je m'en souviens. Ah oui, c'est que c'était vraiment un tome épique. Donc dedans, donc comme vous en souvenez peut-être pas, mais à la fin du tome 6, Ken s'était fait enlever et avait été ramené dans le 11e arrondissement. Ken va être torturé, vraiment torturé, et il va, durant sa torture, avoir, disons, un gros changement de personnalité. Sachant qu'en parallèle, donc lui se trouve dans la base dans la base de la plus grande et la plus dangereuse bande de ghouls du 11e arrondissement. Et il s'avère que pendant qu'il sera torturé par un des membres, par une ghoul assez importante du groupe, il va y avoir tout le QG des colombes qui va faire une grosse attaque pour faire un grand nettoyage sur donc sur les ghouls du 11e arrondissement. Et les ghouls de l'antique du 20e arrondissement vont faire une mission sauvetage pour le sauver. Donc ça va être le bordel un peu partout, mais franchement, ce tome n'est à pas manquer, surtout pour ce qui va arriver à Ken, parce que quand vous voyez la gueule qui tire maintenant, il est 10 fois plus stylé. Et franchement, gros changement de personnalité. Je sais pas si on peut dire que ça fait plaisir, mais franchement, ça relance le manga. Sachant que donc c'est ce mois-ci, je crois que j'ai appris, le manga donc ne fera que 14 tomes, puisque le 14e et dernier tome est soit il est déjà sorti, soit il va pas tarder à sortir au Japon. Enfin, excellent tome qui relance bien le manga. Franchement, il m'a très beaucoup plu, même si ça se dit pas. Il faut absolument le lire. Bloodled, tome 10. Donc je me rends compte aussi que c'est la première fois que je vous présente un Bloodled, puisque jusqu'à maintenant j'avais les 9 premiers tomes et le Bloody Brad, donc la parodie officielle, mais il n'y avait pas d'autres tomes qui étaient sortis en août. Et bah enfin à la sortie du tome 10, je peux dire que je l'ai attendu, parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de tomes qui sont sortis. Donc Bloodled, hein, édité chez Kurokawa, c'est écrit par Yuki Kodama, et c'est un shonen, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est du shonen pur et dur. Et donc dans ce tome, il faut que je le refeuillette encore une fois. Ah oui, le gros méchant, donc il n'est autre que lui, qui s'appelle Hakim, va débarquer. Il va, entre guillemets, prendre la place du roi. Et on va dire que l'ancienne génération, le roi et tous ses potes vont se barrer pour laisser le combat à la nouvelle génération, formée de Stase et de tous ses amis. Donc on va voir grosse partie du manga où ils vont tenter de faire un plan, vont tenter de mettre au point un plan pour battre le méchant. Enfin méchant, c'est un peu dit version gamin, mais c'est ça en gros. Ils vont essayer de mettre au point un plan pour battre le méchant. Et je crois que c'est à peu près tout, hein. Enfin, il va y avoir quelques combats. On va apprendre quelques trucs pas très importants sur le méchant, mais je crois que c'est ça la majeure partie. D'un côté, il y a Hakim le méchant, donc qui va passer tout le tome à, à renforcer ses pouvoirs pour devenir plus fort. Et de l'autre, on va voir les gentils qui vont tout faire pour donc trouver un plan et pour battre Hakim. Donc c'est un tome très bien dans la continuité du manga. On n'apprend pas tellement de choses, mais franchement, on conserve le comique et l'équilibre entre le comique et l'action des précédents tomes. Donc franchement, il est super bien à lire. Je vous le conseille aussi fortement. Même si avant de lire le tome 10, il faut lire le tome 1. Voilà, et enfin, pour terminer, donc quand même, ça fait 25 minutes pour 10 mangas, c'est énorme. Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, la bataille du sanctuaire sur PlayStation 3 que j'ai trouvé donc à 8€ dans une brocante. Je pourrais pas vous donner le prix d'origine, je sais pas donc si c'était une bonne affaire ou non. Donc à savoir que c'est un beat'em all. C'est un beat'em all donc sur PlayStation 3. Très bon jeu, je trouve, hein. Franchement les graphismes. Moi qui avais voulu commencer Saint Seiya et je l'avais pas fait tout simplement parce que enfin, je m'étais dit je vais commencer par le plus récent.
que la plupart des gens n'aiment pas, qui n'est autre que Sensei Omega. Donc j'en ai regardé une grosse partie, mais j'ai dû m'arrêter à 5 ou 6 épisodes de la fin parce que ça me saoulait. Et après, j'ai eu la flemme de commencer donc Senseiya les origines, surtout parce que, disons que pour quelqu'un comme moi, les graphiques sont un peu dépassés, hein. Je veux dire, ça reste beau, mais pour l'époque, pour l'époque c'était bien, mais pour maintenant, c'est, disons que ça pique un peu les yeux, donc je me suis dit, pourquoi pas revivre, même si j'espère, hein, je pense que ça retrace fidèlement l'histoire, mais revivre l'histoire avec des graphismes, disons, parce que là, franchement, je trouve ça magnifique. Le jeu, il est sorti en 2011, je crois, et je trouve ça magnifique. Donc voilà, Senseiya, les Chevaliers du Zodiac, la bataille du sanctuaire. Donc je sais très bien qu'il y en a un autre qui est sorti qui s'appelle Senseiya Brave Soldier, mais je pense que je vais finir celui-là avant de lâcher, surtout que j'ai pas mal de jeux à terminer entre Assassin's Creed 4, Infamous First Light et Senseiya la bataille du sanctuaire. Sans oublier One Piece Pirate Warriors 2, puisque je n'ai toujours pas une Limited World Red et qu'il y a One Piece Pirate Warriors 3 qui a été annoncé au Japon. Donc il faut que je me grouille. Donc c'est tout pour ce mois de septembre 2014. 10 mangas plus un jeu sur PS3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne ou nous rejoindre sur Twitter. Pour l'instant, pas de Bunka Manga épisode 2 prévu. J'espère que le premier épisode vous aura plu. Le 2, il n'est pas prévu. J'ai pas mal d'idées qui viennent dans ma tête là pour le 2. Mais pour l'instant, disons que j'ai pas les moyens de faire aboutir ce projet. Faudrait que mon père répare mon PC, puisque étant donné que le PC sur lequel je fais les montages n'est pas le mien, je peux pas installer de trucs, ce qui fait que je me trouve avec un logiciel de montage relativement pourri. Donc je vais essayer de motiver mon père pour réparer mon PC et pour faire aboutir donc ce projet de Bunka Manga épisode 2. En attendant, il est possible que je fasse peut-être des gameplays sur la bataille du sanctuaire, même si ça restera donc avec un caméscope qui filme l'écran, et pourquoi pas donc des gameplays sur Infamous First Light, sachant que j'ai retrouvé récemment un gameplay sur Infamous Second Zone que je vais sans doute poster, même si, à savoir, je vous préviens, tout ce que je dirai dedans ne sera que de la merde, puisque je l'ai tourné il y a un petit moment, et je donnais dans cette vidéo des informations sur la chaîne qui ne sont plus du tout d'actualité, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis que j'ai tourné cette vidéo. Donc voilà, je vous dis salut à tous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.